Bismillah. Le silence s'était prolongé un moment. Wivina fut la première à le rompre en disant d'une voix troublée: « Je suis confuse. Je n'aurais jamais dû dire une chose pareille. Ce n'est pas bien de ma part, je le regrette. » Lord Cheriton rétorqua avec vivacité: « Quant à moi, j'aime la franchise. On doit toujours, à mon avis, dire les choses que l'on pense sans restriction. » Wivina prit le temps de réfléchir avant de reprendre. « Je sais parfaitement que l'avant-dernier Lord Cheriton était un homme exceptionnellement méchant et cruel, à tel point que son fils a fini par s'enfuir de la maison. C'est Mrs. Briggs qui nous l'a raconté. Personne n'a jamais su ce qu'il était devenu. Elle n'a jamais donné de ses nouvelles, mais il est tout à fait certain qu'il avait toutes les excuses possibles pour agir ainsi. » Lord Cheriton répliqua d'un ton sec: « Je l'ignore. Papa disait toujours que les gens qui ont eu à souffrir de la méchanceté des autres se montrent à leur tour, en général, durs et cruels. Il avait toujours cherché à comprendre les causes de la conduite surprenante de feu Lord Cheriton, et il a essayé de l'aider, de l'amener à s'amender. Et votre père a-t-il réussi ?» Lord Cheriton éprouvait une immense surprise à s'entendre parler lui-même avec un tel détachement du caractère de son père. Il avait tellement haï que jamais l'idée que cette intolérable méchanceté dont il faisait preuve pouvait avoir des excuses ou des motifs ne l'avait même effleuré. La conversation qu'il était en train de tenir avec la jeune Wivina le stupéfiait, car il n'avait jamais pensé qu'il lui serait possible d'évoquer ces choses avec qui que ce soit. La jeune fille répondit d'un ton désolé: « Oh, papa était forcé d'admettre qu'il avait totalement échoué, et c'est la raison pour laquelle il a exorcisé la maison après la mort de Lord Cheriton. »« Quoi? Exorciser cette maison, dites-vous » s'exclama Lord Cheriton, qui restait confondu. Wivina croisa lentement ses mains sur ses genoux, mais à sa voix sourde, Lord Cheriton comprit que la jeune fille était émue et troublée. Elle parlait très bas. « Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez pas connu cet homme, mais papa comme moi, nous avons toujours cru très fermement que les êtres laissent une empreinte indélébile de leur personnalité sur les lieux où ils ont vécu. Les vieilles demeures conservent entre leurs murs les passions et les sentiments de ceux qui les ont habités, longtemps après leur mort ou leur disparition. » Elle avait suspendu sa phrase pour lui jeter un coup d'œil, inquiète de savoir comment son interlocuteur interprétait et accueillait ce qu'elle essayait de lui expliquer. Elle continua, non sans montrer un certain embarras, comme quelqu'un qui tient à dire ce qu'il pense, mais ne sait pas bien comment s'y prendre pour ne pas choquer ou indisposer. Elle poursuivit pourtant courageusement. Tant et tant de générations se sont succédées entre les murs du château de Larsk Hall. Parmi tous ces gens, il y eut de bons et de mauvais. Et quand je vais errer seul à travers les pièces de cette vaste demeure, il me semble toujours percevoir dans l'atmosphère particulière qui règne dans chaque chambre, plus que le souvenir de ceux et de celles qui les ont habités. Vraiment, leur esprit et leur présence réelle. » La fille du pasteur soupira, se leva et se dirigea vers la fenêtre. Elle tournait le dos à Lord Cheriton et restait absorbée dans le spectacle du jardin, comme si elle se sentait gênée soudain vis-à-vis de lui d'avoir dit de telles choses. Le soleil qui brillait dehors faisait une auréole de lumière dorée autour de sa silhouette svelte et élancée. Lord Cheriton, qui la contemplait, se mit à penser qu'elle avait quelque chose de si éthéré et de si immatériel, qu'elle semblait appartenir à un autre monde. Elle avait continué à parler sans le regarder. « Et voyez-vous, la chambre dans laquelle Lord Cheriton a vécu et est mort me paraissait un endroit sombre et terrifiant. J'ai redouté d'y pénétrer. » Lord Cheriton regarda la jeune fille avec étonnement. Car cette chambre lui avait toujours donné exactement la même impression. Mais il avait toujours cru qu'il était le seul à avoir cette réaction. « Je vais raconter à mon père ce que j'éprouvais, » disait Wivina, et il m'avait cru. Pourtant, il avait du mal à l'admettre vraiment. Lord Cheriton prit un ton un peu moqueur pour remarquer: « Enfin, c'est la raison pour laquelle il est venu bénir toutes ces pièces. Et depuis qu'il l'a fait, il n'y a plus que du bonheur dans cette maison, n'est-ce pas ?» Elle se retourna vivement et revint vers lui tout en parlant d'un ton raisonnable.
Oh, je n'ai pas escompté que vous pourriez me croire, mais j'ai seulement tenu à vous expliquer pourquoi j'avais parlé comme je l'avais fait. J'ai fait mon possible pour vous comprendre, Miss Campton. Néanmoins, personnellement, je ne puis parvenir à croire qu'une simple prière ait pu avoir une si grande efficacité. Elle se récria. Mais bien sûr que si. Et d'abord, tout dépend de la personne qui dit la prière. Un petit sourire errait sur les lèvres de Wifida, qui le regardait forte de sa conviction. Il ne dit rien et fit un petit geste de la main pour lui signifier qu'il reconnaissait qu'elle avait probablement raison, puis il hocha la tête. Vous venez de me faire entrevoir quelque chose qui est nouveau pour moi, Miss Campton. Cela donne à réfléchir. Elle répliqua avec anxiété. Mais vous ne direz pas à Lord Cheriton que nous vivons tous ici, n'est-ce pas? Il lui donna la réponse en s'empressant de dire « Peut-être pourriez-vous me faire visiter le reste de la maison tout de suite. Je suis curieux de voir comment elle a pu se conserver, alors qu'il avait été décidé de la laisser tomber en ruine. » Elle répondit aussitôt sans hésiter. « Bien sûr, si vous en avez le temps, je vais vous faire visiter tout du haut en bas. Mais je ne sais si vous disposez d'assez de temps. Ce sera assez long. » Lord Cheriton avait nettement l'impression que la jeune fille avait hâte d'être débarrassée de sa présence. On devinait une sorte de réticence derrière tous ses propos. Lord Cheriton prit un ton désinvolte. « Mais je ne suis nullement pressé. Je me demandais même, figurez-vous, en constatant que cette région, que je viens de découvrir, est absolument charmante, si je n'allais pas choisir de m'installer par ici plutôt qu'ailleurs. Puisque, maintenant que les guerres sont terminées, il ne nous reste plus qu'à nous fixer quelque part. Vous installer définitivement, ici, balbutia-t-elle décontenancée. Elle était de toute évidence extrêmement troublée par ce qu'il venait de lui dire. Lord Cheriton, faisant celui qui n'a rien remarqué, ne poursuivit pas moins. D'un ton impassible, comme s'il exposait un projet mûrement réfléchi depuis longtemps, quand on a passé de longues années sur les champs de bataille, on aspire à mener une vie paisible dans un coin de campagne tranquille où l'on peut jouir de la société de ses concitoyens. J'aimerais donc louer une belle ferme avec quelques hectares de terre. La jeune fille avait l'air vivement troublée et contrariée par les projets que Lord Cheriton lui dévoilait. Elle s'empressa de le décourager. Il n'y a rien à vendre ni à louer ici, mais vous pourriez trouver quelque chose en cherchant plus loin, sur la côte, j'en suis certain. Mais Larskol est un si joli village. Oui, mais il est tout petit, et il n'y a pratiquement personne de fréquentable dans le voisinage. Comment? Aucun nobreux? Pas de gentilhomme fermier? N'y a-t-il aucune autre demeure aristocratique du genre de ce qu'était autrefois celle-ci? Non, non, aucune, pas une, répondit-elle d'un ton très catégorique. Lord Cheriton remarqua d'un ton ironique. Eh bien, Miss Campton, vous ne montrez pas beaucoup d'empressement à m'accueillir dans votre voisinage. J'en suis désolé, mais je vous assure qu'il vaudrait beaucoup mieux pour vous de chercher ailleurs. Comment pouvez-vous affirmer cela avec une pareille assurance? En arrivant ici, en parcourant la campagne environnante, j'ai trouvé tout ce pays extrêmement plaisant, et il m'a semblé que la terre était fertile. Je vous assure pourtant, protesta Wivina sans achever sa phrase. Elle s'était arrêtée net en entendant une voix d'homme qui s'élevait bruyamment dans le hall d'entrée. « Wivina? Où êtes-vous, Wivina » En l'entendant, elle était devenue mortellement pâle, comme si le sang s'était retiré de ses veines. « Il y a quelqu'un qui m'appelle, balbutia-t-elle. « Attendez-moi ici, je reviens. » Sa voix était angoissée, elle traversa le salon aussi vite que si elle avait eu des ailes, ouvrit la porte, sortit et la referma plus vite encore. Sans perdre un instant, Lord Cheriton quitta son fauteuil et s'approcha de la porte. Il colla aussitôt son oreille contre le bâton de bois sculpté, et il put entendre l'homme demander « Pourquoi y a-t-il un cheval attaché dehors ?»« C'est le cheval d'un inconnu qui passait par ici. Il est entré dans la maison sans que je m'en aperçoive. Mettez-le-moi dehors immédiatement. » C'est un ordre brutal lancé d'une voix autoritaire. Mais pendant ce temps, Lord Cheriton avait tourné très doucement la poignée de la porte. Il avait remarqué que le pain n'avait pas glissé dans la gâche quand Wivina était sortie parce qu'elle l'avait refermé trop vite. Elle savait donc qu'il ne ferait aucun bruit en touchant la poignée. Il put écarter le bâton légèrement, juste ce qu'il fallait pour pouvoir glisser un regard par la fenêtre. L'homme qui se tenait au milieu du hall semblait habillé de façon recherchée, mais il avait gardé son chapeau posé de travers sur l'oreille de la façon la plus vulgaire. Wivina était en face de lui.
Elle se tortillait les doigts, comme elle avait l'habitude de faire quand elle était émue. Lord Chillerton avait déjà remarqué que la jeune fille avait cette manie. Il l'entendit qui répondit « Je suis justement en train d'essayer de le persuader de s'en aller. Mais c'est difficile, il connaît Lord Chillerton. »« Le diable l'emporte !» s'exclama l'homme qui semblait furieux. « Mais puisqu'il en est ainsi, raison de plus pour le faire décamper le plus vite possible. Je sais bien, je vous comprends. Seulement j'ai peur d'éveiller des soupçons, si j'ai l'air d'avoir hâte de le voir s'en aller. » Elle se tut et l'homme ne répondit rien. Tous deux semblaient réfléchir. Ils restèrent silencieux un moment. Lord Chillerton put enfin distinguer les traits de l'homme qui avait tourné la tête en se déplaçant. Il pouvait avoir entre 30 et 35 ans. Son visage était quelconque, cependant, il avait une expression assez étrange. Son nez était lent, ses lèvres cruelles. Le peu qu'il pouvait en voir suffisait à faire comprendre à Lord Chillerton que l'homme était déplaisant. Sortant enfin de sa méditation, il dit à Wivina « Vous allez faire tout ce que vous pourrez pour le dissuader de s'intéresser à vous. Ou à la maison, compris ?» La jeune fille dit timidement « Il m'a révélé qu'il cherchait quelque chose à louer dans la région pour s'y installer. Je suis bien tranquille, il ne trouvera rien, et je ferai ce qu'il faut pour cela. » Il parlait brutalement. On sentait une véritable sauvagerie percée sous les paroles qu'il prononçait. Brusquement, il changea de sujet comme s'il n'avait pas le temps de s'attarder. « Je vous ai apporté un cadeau, dit-il d'un ton brusque. « Je ne veux pas de vos cadeaux, rétorqua Wivina sèchement. Cela n'a pas de sens. Avec le thé habituel, il y a une bonne bouteille dans les vieilles ruines de la cuisine. Après, ils seront le contenu plus revigorant. Il y a quelque chose qui vous est spécialement destiné. » Elle répliqua d'un ton froid. « Inutile, je ne l'accepterai pas. Comme je refuse aussi l'alcool, je ne veux pas que vous persistiez à en apporter au vieux Rousse. Ensuite, il est malade, et quand il a bu, il devient complètement abruti. Un ou deux petits verres de gin n'ont jamais fait de mal à personne. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est mauvais pour les gens âgés. Et de plus, il me semble qu'Emma commence à y prendre goût, elle aussi. » L'homme ricana de façon déplaisante. « Vous devriez pourtant m'être reconnaissante de vous faire des économies. Nous n'avons nul besoin de votre aide. » Il ricana encore et prit un ton ironique pour dire « Vous n'arrivez même pas à vous acheter une robe neuve. Donc je vous ai apporté une toilette en mousseline. Elle vient de Paris. Vous serez très jolie dedans. » Sa voix s'était adoucie quand il avait prononcé la dernière phrase. Mais Wivina avait jeté un petit cri de rage. « Vraiment, parce que vous vous imaginez peut-être que je vais accepter que vous m'offriez des vêtements maintenant. Remportez-moi ça tout de suite. Et allez donc le donner à l'une de ces filles avec lesquelles vos hommes vont s'acoquiner au retour de vos infâmes expéditions. » L'homme ricana de nouveau. « Ah, quand vous m'amusez. Je me réjouis en vous voyant dans cet état. Vous savez, j'adore vous voir cracher comme un chien en colère à la figure de quelqu'un. Mais attendant que vous ayez vu ce que je vous ai apporté, quand vous aurez vu cette robe-là, vous comprendrez qu'il est grand temps de jeter vos guenilles aux orties et de vous habiller comme une dame. » Wivina rétorqua avec fierté. « Mais je suis une lady, et précisément une lady n'accepte pas ce genre de cadeau de la part d'un homme, sauf s'il est son mari. » La réplique était partie, rapide comme une flèche. Lord Chillerton avait deviné que Wivina avait frémi. L'homme reprit tranquillement. « Ce que j'ai rapporté pour Richard vous intéressera peut-être plus. 3 livres français. Il y en a 2 qu'il avait envie de lire depuis longtemps. Et le 3e est un livre qui convient pour les garçons de son âge. Si c'est encore un de vos abominables romans érotiques, comme ceux que vous lui aviez déjà rapportés, vous pouvez le garder. Laissez donc mon frère en paix. Je vous interdis de chercher à le corrompre. » Il est plus que temps que Richard devienne un homme, et personne n'est plus indiqué que moi pour lui apprendre à se conduire en homme. Wivina laissa éclater sa colère. « Laissez-le tranquille, je vous déteste. Vous m'entendez bien, je vous hais. » Nullement affecté, l'homme prit un ton désinvolte. « Nous en reparlerons un autre jour. »« Ah, Wivina. » Vous êtes en beauté aujourd'hui. Dommage que je sois si pressé. Je serais resté pour vous dire combien vous me plaisez aujourd'hui, mais je dois partir demain matin. Eh bien, allez-vous-en, bien vite et bien loin de nous, s'écria-t-elle avec violence en lui tournant le dos, et en s'élançant brusquement vers la porte du salon.
Lord Cheriton eut à peine le temps de regagner précipitamment son fauteuil et de s'y rasseoir avant l'entrée de Wivina. Elle était extrêmement pâle et ses yeux dilatés par la peur avaient une expression qu'il connaissait bien pour l'avoir vue dans le regard des très jeunes soldats la première fois qu'ils allaient au combat. Elle vint jusqu'à lui et lui dit « Excusez-moi d'avoir été aussi longue et de vous avoir ainsi abandonné, mais je n'attendais pas ce visiteur. »« Un voisin » demanda Lord Cheriton d'un ton détaché. « Oui, mais d'après ce que vous m'aviez dit, je croyais que vous n'aviez pas de voisin. » Mr. Farlow avait construit récemment une maison sur la côte, à 3 kilomètres d'ici. « Tiens, remarqua Lord Cheriton, Farlow. Il me semble que ce nom ne m'est pas inconnu. Est-ce un nom très répandu par ici? C'est un homme que tout le monde connaît dans la région, dit Wivina d'un ton agressif, mais sans père. Elle s'arrêta tout net, laissant sa phrase en suspens. Impassible, Lord Cheriton lui rappela d'un ton léger. Vous étiez, je crois, en train de m'expliquer comment était le père de Mr. Farlow. La jeune fille répondit à regret. Il était épicier à Havant. Vous voyez que c'est tout à fait dépourvu d'intérêt pour vous. Il se rendait parfaitement compte que la jeune fille parlait à son corps défendant et qu'il lui fallut faire un gros effort pour lui dire « Si vous avez envie de visiter la maison, il faut que je vous le fasse faire tout de suite, car je pense que vous devez avoir hâte de vous retrouver sur la route de Douvres. » Pourtant, Lord Cheriton ne faisait pas mine de se lever. Il la regarda d'un air aimable et lui dit sans bouger de son fauteuil, en prenant un ton nonchalant. Figurez-vous que j'ai pensé à quelque chose pendant que vous étiez parti dans le hall. Je me suis dit qu'il serait vraiment inhumain d'obliger nos chevaux à continuer de marcher plus longtemps aujourd'hui. Après la longue chevauchée que nous avons déjà faite. Après une courte pause, il poursuivit du même ton. J'ai envoyé mon domestique à l'auberge du Canard Sauvage pour demander si on pouvait nous loger cette nuit. Il n'y a pas de chambre convenable au Canard Sauvage, déclara avec fermeté la jeune fille, qui s'était mise à le regarder avec effroi. Lord Cheriton fit mine de ne pas s'en être aperçu et poursuivit. Dans ce cas, je me demande s'il ne me serait pas possible, puisque je connais Lord Cheriton, de trouver un coin dans cette maison pour passer la nuit ici avec mon domestique et mes chevaux. Voyant que la jeune fille prenait un air consterné, elle fit semblant de se méprendre et s'empressa d'ajouter « Oh, vous savez, je ne suis pas difficile. Je me contenterai parfaitement de coucher par terre dans une écurie ou une grange. Je suis habitué à dormir à la belle étoile. » En Espagne, pendant la guerre, nous avons souvent dormi dans les pires conditions. Elle détourna le sujet. Vous étiez dans l'armée de Wellington? Oui, j'ai combattu sous les ordres de Wellington pendant plusieurs années. Wivina soupira profondément. C'est un homme merveilleux. C'est le plus grand héros de l'époque. Il a réussi à vaincre Napoléon. C'est vrai. Mais vous n'imaginez pas la chance que vous avez de vivre dans ce pays. L'Angleterre n'est pas comme la France, l'est encore, complètement dévastée par la guerre. Comme la jeune fille ne répondait pas, il poursuivit. Ici, personne ne réalise ce qu'est le vrai visage de la guerre. Les gens n'en voient que le côté romantique, l'héroïsme, les grandes actions, les sacrifices, mais rares sont ceux qui songent à l'envers du décor. Les champs couverts de cadavres de chevaux en décomposition, les maisons éventrées, les églises transformées en hôpitaux ou en écuries. Il continuait d'un ton concentré, le regard lointain comme s'il parlait pour lui seul. C'est la triste réalité. Nous ne sommes pas assez conscients que nous sommes des privilégiés, nous qui vivions en Angleterre. Au lieu d'être dans un malheureux pays dévasté comme l'est la France, Wivina ne disant toujours rien, poursuivit. Les malades et les blessés gisant sur des bottes de paille, dans les rues des villages, ou traînant leurs moignons dans la boue des grands chemins, les auberges bourrées de soldats, les maisons aux portes et aux fenêtres arrachées, brûlées, un peu partout les meubles saccagés. La jeune fille se récria avec horreur. Mais si, oh mais si, j'ai souvent pensé à toutes ces choses. J'ai toujours compris que les combattants avaient terriblement souffert, alors que nous, ici, nous avons fait si peu pour la victoire, et nous n'avons donné en retour que si peu de choses à nos soldats. C'est justement pourquoi je m'attendais à ce que vous m'aidiez aujourd'hui, dit-il très vite pour tirer profit de son avantage. Lord Cheriton pensa qu'il ne se conduisait pas très loyalement vers la jeune fille, qu'il tentait de manœuvrer. Mais l'essentiel pour lui était de bien mener son enquête.
donc d'avoir un endroit où s'installer à l'Artsqual. Et il lui semblait, après ce qu'il venait d'entendre, qu'il ne pouvait pas y avoir de meilleur poste d'observation pour lui que le château de l'Artsqual lui-même. Il n'aurait pas pu trouver un meilleur endroit. Mais Wivina restait indécise, c'était évident. Elle se tordait les doigts et les désirs contradictoires qui agitaient son esprit se lisaient clairement sur son visage. Elle finit par balbutier. « Je ne sais vraiment pas quoi vous répondre. » À cet instant, quelqu'un poussa violemment les bâtons de la porte et un jeune garçon entra comme une trombe dans le salon en s'exclamant bruyamment. « Wivina, il y a un superbe cheval devant la porte. » Le garçon traînait la jambe. Lord Cheriton n'eut pas de peine à deviner que c'était Richard. Le frère de Wivina avait de beaux traits, mais il était beaucoup trop maigre. Il n'avait littéralement que la peau et les os. Il était vêtu avec soin, mais ses vêtements propres étaient usés jusqu'à la trame. En voyant que sa sœur n'était pas seule, il marqua un temps d'arrêt. Il paraissait surpris, puis il s'avança vers Lord Cheriton en lui demandant « C'est votre cheval, monsieur ?»« Oui, permettez-moi de me présenter. Capitaine Bradley. Je m'appelle Stuart Bradley. »« Vous êtes militaire ?»« Je l'ai été. »« Et votre cheval a fait la guerre avec vous ?»« Oui, c'est même un guerrier chevronné. »« Oh, bravo! C'est formidable. Il faut que vous me racontiez tout ça. Tu as entendu, Wivina? Le capitaine Bradley a fait la campagne de France. Elle peut nous parler de la victoire. On ne sait jamais rien dans ce trou de campagne. » Lord Cheriton comprit immédiatement qu'il venait de trouver son allié dans la place. La curiosité enthousiaste du jeune homme était une chance inespérée pour lui. Il la mit aussitôt à profit. « J'étais précisément en train d'expliquer à mademoiselle, votre sœur, que je ne me sentais pas le courage de faire marcher plus longtemps mon pauvre Samson, qui a déjà fait trop de kilomètres aujourd'hui. Et je lui demandais si elle ne pouvait pas nous trouver un petit coin quelconque dans cette grande maison pour passer la nuit. Il avait souri, puis s'était tourné vers Wivina. « Je suis tout prêt à dormir dans la paille à côté de Samson. Ce ne serait pas la première fois que la chose m'arriverait. »« Mais naturellement, vous pourrez coucher ici cette nuit, » s'écria aussitôt Richard. « Et comme cela, vous pourrez me raconter comment s'est passée la guerre en France. Vous seriez-vous par hasard trouvé à la bataille de Toulouse ?»« Effectivement, j'y étais, et j'espère qu'il me sera permis de ne jamais revoir de pareille horreur. »« Oui, mais nous avons gagné. »« Certes, nous avons gagné, mais au prix de quelle perte ? 5000 morts environ. » Wivina commenta à voix basse. « C'est effroyable, les guerres sont horribles. Il y a bien d'autres choses qui sont tout aussi effroyables et qui, elles, ne s'accompagnent d'aucune gloire, » remarqua Richard d'un ton plein de sous-entendus. Lord Cheriton ne fut pas sans remarquer que Wivina lui lançait un coup d'œil d'avertissement, tout en se mettant à parler très vite et très fort, comme si elle voulait couvrir de sa voix ce qu'il risquait de dire. « Je suis certaine, dit-elle, que nous allons pouvoir nous arranger pour vous loger cette nuit, capitaine Bradley. Le vieux palefrenier, Pender, dont je vous ai parlé, sera même certainement tout heureux de soigner vos chevaux. » Richard déclara péremptoirement. « Je vais l'emmener tout de suite aux écuries moi-même. » Il s'était aussitôt dirigé vers la porte. À mi-chemin, il se retourna pour demander à Lord Cheriton. « Je pense que vous ne me permettriez pas de le monter. » Mais Lord Cheriton souriait avec indulgence. « Bien sûr que si. Samson est bien trop fatigué ce soir pour vous faire des difficultés. D'ailleurs, et en général, c'est une très brave bête. Alors, je vais monter dessus pour le mener à l'écurie. Merci, monsieur. »« Oh, merci » s'écria le jeune homme qui semblait fou de joie. Il sortit rapidement de la pièce, en dépit de sa claudication, et ils l'entendirent traverser le hall à toute vitesse. Wivina soupira. Richard adore les chevaux. Malheureusement, il en est très privé. De temps en temps, un fermier accepte de lui prêter un cheval, mais bien rarement. Elle ajouta d'un ton résigné. Ce sont des bêtes lourdes. Les chevaux de trait ne sont pas de bêtes que l'on monte pour le plaisir de faire de l'équitation. Lord Cheriton avait son idée personnelle sur l'utilisation très particulière qui devait être habituellement faite de ces chevaux à l'Artsqual. Il se sentait convaincu qu'ils servaient à transporter clandestinement les marchandises de contrebande débarquées dans la baie. Mais il se garda bien d'en rien laisser voir et répondit négligemment. « Puisque vous avez la grande amabilité de m'offrir l'hospitalité pour la nuit, puis-je vous demander la permission d'aller chercher mon domestique ?»« Oh, je l'avais oublié, » s'exclama Wivina. « Mais dans ce cas, en fait, vous devez avoir besoin de votre cheval pour aller jusqu'au village. »« En vérité, j'ai plutôt envie de me dégourdir les jambes.
Nous sommes restés en selle toute la journée, et il me sera agréable de marcher un peu. Bien, vous trouverez facilement l'auberge, il n'y en a aucune, le Canard sauvage. C'est à peu près à distance du château, de l'autre côté de la route. Oui, je l'avais remarqué en venant ici, dit Lord Cheriton. Au fait, Miss Compton, je ne veux à aucun prix que vous vous dérangiez pour nous. Je suis habitué à vivre à la dure. Habitué? Elle le regarda. Mais il n'y a pas de raison pour qu'un ami de Lord Cheriton soit inconfortablement logé dans cette maison, rétorqua la jeune fille, qui semblait avoir pris son parti de la situation. Lord Cheriton répondit de la manière la plus conventionnelle. Encore une fois, je tiens à vous remercier de bien vouloir accepter de m'y recevoir. À la regarder au fond des yeux, il est évident qu'elle ne l'avait invitée à rester que contrainte et forcée. Elle n'avait cédé à ses instances que sous la pression de son frère, et à contre-cœur. Pourquoi se demandait-elle. Elle devinait à l'attitude de la jeune fille que celle-ci était à la fois désemparée et effrayée, intriguée au plus haut point sans vouloir le laisser paraître. Elle reprit son chapeau qu'il avait posé sur une chaise près de la porte et sortit dans le hall. En le traversant, elle leva les yeux pour regarder les portraits de ses ancêtres suspendus là et leur jeta un sourire amer. Il lui semblait qu'il venait d'être, lui, vaincu par eux, alors qu'il avait résolu de les abandonner pour toujours. À moins, se dit-il soudain, que ce ne soit cette tendre et fragile jeune fille en contrevenant à mes ordres. Tout en suivant la route ensoleillée, elle se demandait tout songeur s'il pouvait être possible que les prières du pasteur aient réellement chassé l'esprit du mal de la maison. Il semblait impossible à Lord Cheriton de jamais pouvoir purifier l'atmosphère de cette demeure. Elle ne pouvait se défaire de l'impression qu'elle était imprégnée de tyrannie et de cruauté. Lord Cheriton avait toujours cru et croyait encore que les blessures, pas plus que leurs cicatrices, que lui avait infligées son père moralement et physiquement, ne s'effaceraient jamais. Rien, pensait-il depuis toujours, ne pourrait apaiser la haine qu'il portait à cet homme, qu'il avait torturé dans son enfance et qui avait fait de lui un homme dur et insensible. Rien ne pouvait être changé à cela, pensait-il avec une amertume profonde, car Lord Cheriton savait parfaitement bien qu'il était tenu pour un homme rude et intraitable, et que les hommes qu'il commandait avaient peur de lui. Même s'il le respectait et lui savait gré de savoir ménager ses troupes en cherchant à épargner le plus de vie possible, mais ses soldats savaient qu'ils n'auraient pu attendre aucune indulgence de sa part, s'ils n'avaient pas rigoureusement obéi à ses ordres. Ils ne songeaient jamais à s'adresser à lui quand ils avaient des problèmes d'ordre personnel et besoin de sympathie et de compréhension. Ils s'en étaient rendus compte. La rudesse impitoyable avec laquelle il traitait l'ennemi était devenue légendaire. On avait même brodé toutes sortes d'histoires abominables que l'on racontait partout sur son compte. Il le savait. Pourtant, tout le monde l'admirait. En lui, le tacticien et le stratège habile, il semblait capable de toujours prévoir ce que l'ennemi avait l'intention de faire. Il ne se laissait jamais surprendre. C'est pourquoi, ce soir-là, Lord Cheriton se sentait amusé par le tour imprévu des événements. Il reconnaissait gaiement que pour une fois, la réalité avait dépassé toutes ses prévisions. Il n'avait rien trouvé à Lord's Hall de ce qu'il s'attendait à y trouver. Les choses ne s'étaient vraiment pas déroulées comme il les avait prévues. Mais en revanche, il avait découvert beaucoup de choses inattendues. À la place des ruines d'une demeure abandonnée, il se trouvait en face de trois étranges personnages. Wivina, son frère Richard et l'homme appelé Farlow. Nichols attendait Lord Cheriton au Canard sauvage. Il était assis sur le banc de bois rustique qui était devant la porte de l'auberge et tenait une chope de bière à la main. De loin, à l'expression de son visage, Lord Cheriton avait tout de suite compris qu'il avait échoué. En voyant arriver son maître, il s'était levé. Dès qu'ils furent aussi côte à côte, il lui glissa tout bas à l'oreille. « Rien à faire, monsieur. Ils ne veulent pas de nous, et ils sont aussi muets que des huîtres. » Lord Cheriton sourit. « Je m'y attendais. Il y a quelque chose là-dessous, c'est clair. Mais ils ne parlent pas, et moi je n'ai pas osé poser la moindre question, monsieur. »« Tu as très bien fait, » approuva Lord Cheriton. « Mais reste ici, je vais aller me chercher moi-même un pot de bière. »
Il pénétra dans l'auberge. La salle avait un plafond bas, avec de grosses poutres noircies, faites d'anciens mâts de navire. On voyait sous la hotte de l'immense cheminée ancienne des bancs disposés de chaque côté de l'âtre qui permettaient de se réchauffer en hiver, en s'asseyant auprès du foyer. Le patron était en train d'estiquer des verres derrière son comptoir. Il leva la tête quand Lord Cheriton entra et lui jeta un regard visiblement agressif. On le sentait sur la défensive a priori. Lord Cheriton dut dire le premier « Bonjour ». « Bonjour, monsieur », répondit laconiquement l'aubergiste avec un air réticent. « Une pinte de votre meilleure bière », commanda de son air le plus naturel Lord Cheriton, en jetant sur le comptoir une grosse pièce de monnaie. Puis il ajouta « Je vous règle également les consommations prises par mon homme. »« Votre homme » demanda avec curiosité l'aubergiste. Lord Cheriton répondit avec jovialité. « Oui, enfin mon domestique. C'était mon ordonnance. Autrefois, quand j'étais à l'armée. Je pense qu'il a dû vous dire que nous cherchons ensemble une petite ferme à acheter ou à louer dans la contrée. » La phrase tomba dans le vide. Alors Lord Cheriton fit semblant de faire des efforts pour se rappeler un nom. « Attendez, on vient de me parler de quelqu'un qui aurait une maison disponible. Comment s'appelle-t-il déjà? Attendez, Fowler? Non, c'est plutôt Farmow, il me semble. Connaissez-vous quelqu'un qui s'appellerait Farmow dans les environs? » Oui, monsieur Geoffrey Farlow. Il a une très grande maison, mais il n'y a presque pas de terrain. Comme c'est curieux. En général, les gens qui veulent une grande maison veulent en même temps du terrain, observa Lord Cheriton. Mais il n'obtint aucune réponse. Le patron semblait être tout à coup très occupé. Il s'était baissé pour sortir des bouteilles qui se trouvaient au fond du comptoir. Lord Cheriton demanda d'un ton détaché. « Qu'est-ce qu'il fait, ce Mr. Farlow ?» Il ne voyait que la nuque du patron qui était baissée derrière son comptoir et lui tournait le dos. Pourtant, il vit très nettement que l'autre avait tressailli avant de lui répondre précipitamment. « Aucune idée. Je n'en ai pas la moindre idée, monsieur. » Lord Cheriton accueillit apparemment la réponse avec la plus complète indifférence. Il reposa ensuite son pot de bière à demi vide sur le comptoir pour ramasser sa monnaie. Puis, avant de s'éloigner, il dit tranquillement d'un ton satisfait. « Merci pour votre bon accueil, patron. Je suis très content de rester ici. » L'homme se retourna brusquement. « Si vous espérez habiter chez moi, monsieur, vous faites erreur. Nous ne pouvons pas vous loger. Il n'y a plus de place pour recevoir quelqu'un. L'auberge est pleine. Nous ne pouvons loger personne. Pourtant, cette maison paraît grande. Son apparence est trompeuse, monsieur. Très trompeuse. Vous seriez surpris si vous pouviez voir. Nous n'avons pas beaucoup de chambres, monsieur. C'est sans importance. J'avais pensé m'arrêter ici. Mais j'ai la possibilité d'habiter au château. Figurez-vous, dit-il d'un ton négligent, en sortant de la salle. L'aubergiste le considéra avec stupeur et le regarda, bouche bée. Pendant qu'il sortait, Lord Cheriton fit mine de ne pas s'en apercevoir et alla rejoindre Nichols. Le domestique attendait à côté de son cheval qu'il avait détaché et tenait par la bride. Les deux hommes prirent le chemin du château de Larsk Hall. Ils marchèrent côte à côte en devisant. « As-tu pu remarquer quelque chose d'insolite » demanda Lord Cheriton à voix basse. « Les gens ont peur dans ce village, my lord. Dès que je suis entré dans la salle du Canard Sauvage, tous les hommes qui étaient attablés à boire se sont tus brusquement. Et rapidement, ils se sont esquivés successivement, comme s'ils obéissaient à une consigne, monsieur. Et l'aubergiste, qu'en penses-tu? Lui, oh, il n'a pas perdu de temps pour se débarrasser de moi. Il m'a tout de suite dit qu'il ne pouvait loger personne. Je sentais qu'il avait envie de me jeter dehors. Il avançait en parlant pour me faire reculer vers la porte, et il a même fallu que j'insiste pour obtenir qu'il me serve un pot de bière. » Lord Cheriton ne fit aucun commentaire. Il pensait que tout cela concordait parfaitement avec ce que le Premier ministre lui avait dit. La population locale était terrorisée par le gang. Mais elle tirait bénéfice de sa collaboration avec les contrebandiers et les soutenait pour ces deux raisons. Il est évidemment probable, se dit Lord Cheriton, que le patron du Canard Sauvage achète son gin et son brandy à bas prix, et que les villageois ne doivent pratiquement rien dépenser pour leur thé. Le Premier ministre lui avait dit que les contrebandiers imposaient leurs lois
en faisant régner la terreur et qu'il ne trouverait pas un homme dans les campagnes qui oserait parler. Avant de quitter Londres, il avait appris qu'il était devenu chose courante pour tous les fermiers des régions côtières du Kent et du Sussex, et jusqu'à 15 kilomètres à l'intérieur des terres, de trouver de temps en temps un véritable ordre de réquisition placardé sur leurs portes, leur enjoignant de préparer et sceller leurs chevaux pour le soir même et de laisser les portes de leurs écuries ouvertes, pour que les contrebandiers puissent librement venir les leur emprunter pour la nuit. On avait expliqué à Lord Cheriton que pas un fermier n'osait refuser de se soumettre à ces spoliations. Et comme s'il était étonné et avait demandé avec scepticisme, sont-ils réellement menacés? L'inspecteur des douanes l'avait renseigné. Celui qui refuserait tout rouvrer le lendemain matin, toutes ses granges et ses écuries brûlées, ses récoltes incendiées et son bétail massacré. Puis il avait ajouté, d'un air grave, « Encore ces destructions ne sont-elles considérées par les contrebandiers que comme un premier avertissement. Tout paysan qui persiste dans son refus est invariablement assassiné. » Ils arrivèrent assez rapidement au château de Larsk Hall, pendant que Lord Cheriton méditait sur les renseignements qui lui avaient été fournis. Il vit Richard s'avancer à leur rencontre. Il venait des écuries et interpella Lord Cheriton. « Nous venons d'étriller votre cheval, Pender et moi. » Il poussa une grande exclamation. « Ah, mais vous en avez un autre !» Lord Cheriton souriait. « C'est celui de mon domestique, Nichols, que voici. Puis-je vous demander d'avoir la gentillesse de lui montrer le chemin des écuries ?»« Bien volontiers. » Richard s'était approché du cheval et lui tapotait affectueusement le flanc. En le voyant faire, Lord Cheriton eut subitement une idée. « Je vais vous demander un petit service, si vous voulez bien, lui dit-il. »« Tout ce que vous voudrez, que puis-je faire pour vous ? Pensez-vous qu'il vous serait possible d'aller acheter quelque part de poulet ou une dinde pour moi ?» Richard eut l'air étonné. Aussi, lui expliqua-t-il, « Cela me gêne envers votre sœur de m'imposer et de m'inviter avec Nichols, ainsi à l'improviste. Mais il se trouve que l'aubergiste nous a renvoyés en nous disant qu'il ne pouvait absolument rien nous fournir. Il s'est montré tellement rébarbatif que je n'ai rien pu en obtenir. » Richard soupira. « Vous pouvez acheter tout ce que vous voudrez, si vous avez de l'argent. Il y a une ferme à côté. C'était la métairie qui dépendait autrefois du château. Et je suis assez ami avec le fermier. Il me donnera ce que je lui demanderai. » Lord Cheriton tira 2 grosses pièces de son gousset. « Eh bien, vous verrez ce que vous pourrez m'acheter avec cette somme. Dépensez tout. Prenez aussi des œufs et de la crème, beaucoup de crème. » Richard ouvrit des yeux immenses en regardant les 2 souverains qu'il tenait dans le creux de sa main. Il avait l'air ébahi. « Mais je n'ai pas besoin d'autant d'argent, dit-il. » Lord Cheriton répondit d'un ton sans réplique. « Mais moi, je tiens à ce que vous dépensiez tout. C'est ce que m'aurait coûté ma nuit, si nous nous étions arrêtés dans l'une ou l'autre de ces grandes auberges qui se trouvent le long de la route de Portsmouth, et où les repas sont à des prix exorbitants. »« Est-ce possible ?» se récria Richard, « moi qui ai toujours eu envie d'entrer dans l'une d'elles. » Lord Cheriton dit en riant, « Si vous avez encore des illusions sur la qualité de la cuisine dans les auberges anglaises, vous seriez bien déçu. » Mais il s'aperçut que Richard n'écoutait pas ce qu'il lui disait. Le jeune garçon contemplait les pièces d'un air songeur. Puis il finit par dire lentement, « On pourrait acheter tant de livres avec cette somme. » Lord Cheriton éclata de rire. « J'ai tenté beaucoup d'expériences dans mon existence, mais je n'ai encore jamais essayé de manger des livres. Allez donc me chercher bien vite ce qu'il me faut pour mon dîner, et choisissez bien, Richard, tâchez qu'il soit bon. Soyez tranquille sur ce point. Mais me permettriez-vous de prendre votre cheval pour aller à la ferme ?» se risqua à demander le jeune homme. « Bien sûr, et Nichols vous accompagnera à pied de façon à rapporter les œufs sans les casser. » Lord Cheriton souriait mystérieusement en se dirigeant d'un pas allègre vers la maison après les avoir quittés. En pénétrant dans le hall, il se demandait s'il allait devoir crier très fort, comme l'avait fait le Sir Farlow, pour appeler Wivina Compton. Mais elle avait dû l'entendre arriver. Il l'aperçut en effet immédiatement. Elle était en haut de l'escalier, penchée sur la rampe, et elle le guettait. Elle lui dit tout de suite, « Je viens de préparer votre chambre. Puis-je monter la voir ?»« Oui, si vous voulez. » Tout en montant les marches, il lui annonça, « J'ai envoyé Richard chercher ce qu'il fallait pour le dîner. Il va revenir avec des provisions d'un instant à l'autre. »« Comment ? Je ne comprends pas, » dit-elle quand il la rejoignit sur le palier. « Richard m'a dit qu'il y avait une ferme à côté. Je l'ai envoyé acheter des volailles, des œufs, du beurre et de la crème. C'est très simple. »
Mais il n'y avait aucune raison pour que vous vous occupiez de ces choses-là, se récria-t-elle. Mais si, justement. C'est tout à fait normal, je vous assure que, quand nous étions dans l'armée de Wellington, nous étions strictement tenus de payer tout ce que nous prenions chez les Espagnols et les Portugais. C'était une règle absolue, et tous nos soldats l'ont toujours respectée. Il sourit et ajouta avant que Wivina ait pu placer un mot. Les populations étaient très surprises de nous voir agir ainsi. Après le passage des armées françaises, c'était très habile de la part de Wellington. La jeune fille répliqua avec un sourire. Mais je ne suis ni portugaise ni espagnole. Nous aurions bien pu vous offrir à dîner, même si cela n'avait peut-être pas été entièrement votre goût. Je vous remercie infiniment. C'est très gentil de votre part, mais je préfère m'en tenir à ce que j'ai décidé. Ils étaient côte à côte sur le palier, en haut des marches. Elle lui jeta un regard qui en disait long sur ce qu'elle pensait de son caractère autoritaire. Lord Cheriton devina qu'elle comprenait qu'il était homme à toujours mener ses affaires comme il l'entendait. Pour couper court à toute discussion, il lui dit « Et maintenant, montrez-moi ma chambre. » Elle s'engagea devant lui dans le long couloir dont Lord Cheriton avait gardé le souvenir. Il desservait les chambres des maîtres. Quant à lui, elle avait toujours dormi au second étage, où se trouvait aussi la nurserie. Lorsque Wivina s'arrêta devant une porte, il ouvrit. Il eut toutes les peines du monde à retenir le cri qui lui montait aux lèvres, et à se défendre de lui déclarer sur le champ que c'était la seule et unique pièce où il ne voulait pas entrer, et vraiment la seule et unique au monde où il se refuserait toujours à dormir. Seule la maîtrise de soi absolue qu'il avait acquise au cours de ses longues années de vie militaire lui permit de ravaler les paroles compromettantes qu'il avait envie de prononcer. Il se domina et suivit la jeune fille à l'intérieur de la pièce qui était autrefois la chambre de son père. Sur le coup, en y entrant, il eut l'impression qu'il avait le vertige. Tout tournait autour de lui. Il lui semblait entendre la voix de son père vitupérer contre lui, pour lui reprocher quelque peccadille ou une sottise imaginaire, et les cris s'enflaient dans un déchaînement de colère qui ne s'apaiserait qu'après que le jeune garçon, roué de coups, s'écroule inanimé sur le parquet. Pendant un moment, il retint sa respiration, se laissant envelopper par les souvenirs du passé, s'attendant à être de nouveau envahi par la haine et le ressentiment, par la douleur poignante, qui ne l'avait pas quitté pendant des années, longtemps encore après avoir quitté la maison paternelle. Mais soudainement, les rayons du soleil couchant, qui frappaient les carreaux, dispersèrent les ombres du passé. Lord Cheriton ne vit plus la chambre du démon, mais en vérité une jolie pièce, fort agréable, avec son plafond à caissons, décoré de peintures ravissantes. C'était l'œuvre d'un artiste italien que l'un de ses aïeux avait fait venir pour exécuter cette décoration à la fin du XVIIe siècle. Le très beau lit à colonnes était plus ancien. La courte pointe et les courtines de satin étaient richement brodées. Un vase de roses avait été déposé sur la table de toilette. Les doubles rideaux, qui avaient été cramoisis autrefois, étaient maintenant d'un rose passé très doux. Plongé dans ses pensées, Lord Cheriton contemplait la pièce sans rien dire. Il jetait des regards incrédules sur tout ce qui l'entourait. Ainsi, pensait-il stupéfait, c'était donc la chambre dont le souvenir était toujours resté associé, pour lui, à la haine violente qu'il nourrissait pour son père. C'était la chambre qu'il considérait comme un endroit maudit, et qu'il croyait trouver dévasté par le temps et l'abandon. Cette chambre dont il avait voulu détruire le souvenir maléfique en laissant faire le temps, cette chambre qu'il aurait voulu voir réduite en poussière afin que ne subsiste nulle trace de ce qui avait été, avec la bibliothèque, le cadre de son martyre, ne l'avait-il pas imaginé, avec une joie amère et vindicative, son carreau aux fenêtres, avec son lit brisé, sous les débris du plafond écroulé au milieu de la pièce? Wivina, à milieu de soupçonner l'état d'âme de son visiteur, lui annonça triomphalement. C'était la chambre du châtelain, et c'est la pièce qui est restée dans le meilleur état. J'espère que vous vous y trouverez bien installé. Elle maîtrisa le ton de sa voix pour dire « Certainement, je vous remercie ». Puis il ajouta « J'aimerais savoir si vous vous êtes donné autant de peine pour entretenir toutes les autres pièces de cette façon. Vous m'avez dit qu'il y avait 16 chambres. » Elle répondit d'une voix désolée. « Hélas, le dernier étage est devenu absolument inhabitable. La pluie passe à travers la toiture et elle a causé beaucoup de dégâts. Bon nombre de plafonds ont été endommagés, également à cet étage-ci. » Elle soupira avant de poursuivre. « Nous avons fait tout ce que nous avons pu
pour sauver les plus beaux meubles en les transportant de chambre en chambre. Mais l'eau continue à faire des dégâts, et il est impossible de prévoir où ils se produiront. S'étant aperçu que la jeune fille semblait éprouver un réel chagrin, Lord Cheriton lui demanda avec curiosité « Mais pourquoi prenez-vous cela tellement à cœur ?»« Parce que c'est actuellement mon foyer, malgré tout, et puis surtout parce que j'aime les belles choses, » répondit-elle, avec simplicité. Elle lui jeta un petit regard inquiet avant d'avouer « Peut-être allez-vous trouver que je fais quelque chose de répréhensible en occupant moi-même la chambre qui fut celle de Lady Cheriton, mais elle est si jolie, et je fais chaque jour des prières pour qu'il me soit permis de dormir toujours là, et que personne ne vienne me la reprendre. Craindriez-vous donc que Lord Cheriton soit capable de vous faire une chose pareille ?» demanda-t-il ému. « Oh, pas seulement Lord Cheriton, » répondit-elle avec un petit sanglot dans la voix. Mais elle s'était détournée et était allée jusqu'à la porte tout en parlant, comme si elle voulait lui cacher son émotion. Elle se dominait et prit un ton anodin. « Vous m'aviez demandé de vous faire visiter la maison. Il y a peu de choses à voir à cet étage, vous savez, hormis ma chambre et celle de Richard. M'est-il quand même possible de les voir ?» se risqua-t-il à demander tout en ayant nettement l'impression que la jeune fille n'avait pas envie de l'introduire dans ce qui était devenu le cadre de son intimité. Mais apparemment, elle avait dû réfléchir et finir par décider qu'elle en avait le droit, car elle le conduisit le long du couloir jusqu'à la porte de la chambre, qui avait été celle de sa mère. Et la lui ouvrit. Le soleil inondait la pièce et aveuglait Lord Cheriton, qui avait du mal à voir ce qui était autour de lui. Ses oreilles bourdonnaient sous l'émotion. Il avait l'impression que sa mère était là et allait lui parler, qu'elle allait se lever de sa chaise auprès de la cheminée et lui tendre les bras. La pièce était décorée en bleu comme autrefois, et Lord Cheriton pensa immédiatement du même bleu que les yeux de Wivina. Il remarqua que la jeune fille avait très finement reprisé et réparé l'étoffe des rideaux de la fenêtre et du lit à baldaquin. La chambre était demeurée telle qu'elle était autrefois, dans son enfance, avec son décor intact, son mobilier en marqueterie, orné d'incrustations de bois précieux, et ses miroirs au cadre sculpté de fleurs et de petits cupidons. Comme dans un rêve, il entendait Wivina qui parlait à côté de lui. « Tout cela est tellement joli. La beauté de cette chambre me console de tous mes malheurs. Elle me rassure quand j'entre ici. J'ai l'impression de laisser derrière la porte tout ce qui me fait peur et me tourmente, et j'oublie. »« Avez-vous donc tant de soucis ?» demanda doucement Lord Cheriton, attendri par l'atmosphère de la pièce. Les yeux de la jeune fille s'obscurcirent. En la voyant, elle devina à son expression qu'elle était comme un pauvre petit animal, pris au piège, qui essayait sans espoir d'échapper à ceux qui le poursuivaient. Ne voulant pas l'effaroucher, il renonça à chercher à forcer ses confidences immédiatement. Il tenta de détourner la conversation en prenant un ton détaché pour lui rappeler. « Vous m'aviez aussi promis de me montrer la chambre où loge votre frère. »« Bien sûr, venez. » Il y avait une autre chambre d'honneur dans le couloir. On l'avait toujours appelée la chambre du roi, parce qu'on en prétendait, ce qui était on ne peut plus incertain, que Charles II il y avait dormi en certaines occasions. C'était une très vaste pièce avec un énorme lit en chêne, sculpté, et tout un mobilier assorti. Présentement, on pouvait y voir une quantité de livres assez extraordinaire. Jamais Lord Cheriton n'en avait vu autant dans une chambre à coucher. Il y avait des caisses de livres. Des volumes étaient empilés partout, sur la table, sur les chaises, au dossier droit, par terre, dans tous les coins. Il y avait même 2 livres ouverts sur la table de toilette. Lord Cheriton ne put s'empêcher de rire. Il n'y a pas besoin de demander ce qui intéresse votre frère dans l'existence. Oui, Richard aime passionnément les chevaux et les livres. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de satisfaire sa passion de l'équitation. Il ne vit que par l'intermédiaire de ce qu'il peut lire. Il est très certain qu'il est bien dommage qu'il ne puisse pas aller à l'université. Comme vous me le disiez, fit observer Lord Cheriton. Wivina poussa un profond soupir. Richard est très intelligent, oui. Le pasteur est certain qu'il pourrait sortir dans les premiers d'Oxford, s'il avait la chance. Malheureusement, la seule chance qu'il pourrait avoir... Elle se tut brusquement, laissant sa phrase en suspens. Elle s'approcha de la fenêtre et se mit à regarder au dehors les arbres du parc et l'étang. Puis elle reprit à voix basse, hésitant sur les mots. « Dites-moi, pensez-vous, doit-on accepter de faire pour un être que l'on aime n'importe quel sacrifice, même un sacrifice qui serait très très pénible, inacceptable, dégradant ?»
Lord Cheriton devina que la jeune fille devait retourner cette question dans sa tête depuis bien longtemps. Il réfléchit un moment avant de répondre. « Je suis certain que c'est une erreur profonde de croire que l'on doit payer n'importe quel prix parce que l'on veut donner à quelqu'un que l'on aime, si cher, la personne vous soit-elle, ce que l'on voudrait qu'il ait. Et si le sacrifice est tel que vous le disiez inacceptable, ce serait un tort de s'obliger à le faire. » Wivina se retourna d'un seul bloc et le regarda avec un étonnement profond, comme si elle était attendue à une toute autre réponse. Et visiblement, elle attendait qu'il ajoute quelque chose. Il s'en aperçut et reprit donc en choisissant ses mots. « Dites-vous bien que, contrairement à ce que certains prétendent, jamais la fin ne justifie les moyens. Si ceux-ci ne sont pas bons, l'expérience me l'a toujours démontré. Il ne faut jamais, quel que soit le but que l'on poursuit, jamais s'obliger à faire quelque chose que l'on juge, au fond de sa conscience, condamnable. Et s'il s'agit de Richard, comme je le suppose, vous avez avant tout le devoir de vous demander si Richard aurait le droit d'accepter sans rougir un tel sacrifice. Songez qu'il a sa personnalité, sa conscience lui aussi. Il doit faire sa vie comme il l'entendra. Vous n'avez pas le droit de lui imposer de bénéficier d'un sacrifice qui lui serait humiliant d'accepter ou qui serait peut-être même intolérable pour lui. » Wivina ouvrait de grands yeux surpris. « Je n'avais jamais pensé à cela. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle, dit-elle en souriant, comme si le poids de ses soucis s'allégeait un peu. Pensez-y bien, réfléchissez. Il y a des choses qu'un homme qui veut garder son honneur ne peut pas accepter que l'on fasse pour lui. Et encore une fois, dites-vous bien, Wivina, que la fin ne justifie pas les moyens. » À la façon dont elle l'écoutait et le regardait, Lord Cheriton voyait qu'elle comprenait ce qu'il voulait lui dire. Il était très étonné par cette maturité d'esprit, qu'il était rare de rencontrer chez une fille aussi jeune. Elle répéta pensivement « La fin ne justifie jamais les moyens. Cependant, j'avais toujours cru le contraire, pensant que lorsqu'il s'agit d'aider quelqu'un de plus jeune et de plus faible que soi, on ne devait reculer devant rien. Il n'est pas possible d'assurer le bonheur des autres, ou même celui de votre jeune frère, si c'est de lui qu'il s'agit actuellement, comme je le pense, en toutes circonstances. Il est des choses qu'il nous est impossible de faire pour les autres. Un homme a besoin de savoir faire face au destin par ses propres moyens. Si vous facilitiez trop les choses à votre frère, il vous reprocherait plus tard, infailliblement, de l'avoir empêché de voler de ses propres ailes, en retardant le moment où il deviendra capable de se prendre en charge lui-même. C'est la seule et unique chose, Wivina, dont Richard a réellement besoin pour apprendre à devenir un homme. Si seulement je pouvais vous croire, soupira la jeune fille, dans les yeux de laquelle une petite lueur d'espoir était apparue. Mais vous devez me croire. Écoutez encore ce que je vais vous dire, Wivina. Cela peut paraître un cliché, mais la vie m'a appris que c'était parfaitement vrai. Elle le coupa en lui demandant avec vivacité « Quoi donc ? Les heures les plus sombres sont celles qui précèdent l'aube. Voudriez-vous dire qu'il pourrait se présenter une autre solution que le sacrifice que j'avais envisagé, afin d'arranger les choses pour Richard et pour moi ? Naturellement, voyons. Vous avez certainement fait des prières dans ce sens, puisque vous m'avez dit croire en l'efficacité de la prière. » Elle baissa la tête. « J'ai prié, oh oui, j'ai prié, des nuits entières, mais je n'ai pas reçu de réponse jusqu'ici. Eh bien, il vous faut prier encore. Je suis convaincu que la réponse du ciel viendra au moment où vous vous y attendrez le moins. » Elle avait l'air dubitatif. « Je l'espère. J'espère que c'est vous qui êtes dans le vrai. » Elle le regarda dans les yeux. Lord Cheriton comprenait qu'elle essayait de le croire, qu'elle voulait le croire de toutes ses forces. Il sentait que ce qu'il lui avait dit lui redonnait du courage. En la voyant tellement fragile, tellement peu faite pour la lutte et les laideurs de la vie terrestre, il avait soudain envie de la protéger, devinant qu'elle devait affronter des choses trop dures pour elle. Il sentait qu'il devait écarter de Wivina les terribles menaces qui pesaient sur sa vie et qui étaient bien plus redoutables que les tortures que son père lui avait infligées à lui durant son enfance.